Hubert Viel, bonjour. Bonjour David. Merci de me recevoir chez toi à Paris. Là, on se voit pour parler de ton dernier film, Les filles au Moyen Âge, qui, à l'heure où nous discutons, est en salle depuis quelques jours et rencontre un certain succès avec un relais dans la presse de toute tendance, un relais assez positif généralement. Est-ce qu'on peut dire que ce film, qui traite de la question du statut des femmes durant les siècles du Moyen Âge, est-ce qu'on peut dire que c'est un film à thèse ou un film à message? Il y a un aspect du film qui porte un certain message historique, en effet. Alors après, qui dit historique dit politique aussi, forcément, toujours. Euh, mais c'est un aspect seulement. Il faut pas s'en tenir à ça. C'est quand même un film à la base qui est quand même c'est un film romanesque, poétique. Mais il y a un petit côté anti-manuel d'histoire. D'accord. On peut dire que c'est un film à thèse qui s'encombre pas de l'esprit de sérieux qui est associé souvent à ça et qui fait que Voilà, c'est ça. on reste dans le cinéma et dans la recherche artistique, quoi. C'est un peu comme une bande dessinée, si tu veux, comique, Mhm. mais qui s'appuierait sur des éléments historiques sérieux. Donc il y a un message sérieux dans mon film, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste de la rigolade, c'est pas un sketch, quoi, tu vois. Ouais. Et cette Ouais. révision, parce qu'il s'agit quand même d'une sorte de révision, elle porte sur quoi? Alors je sais pas si on peut parler de révision, puisque de toute manière, tous les médiévistes aujourd'hui s'accordent D'accord, hein. à dire que le Moyen-Âge n'était pas une succession de violence et d'obscurité, d'obscurantisme, mais il y a quand même principalement une réhabilitation chez la plupart des médiévistes, quoi. Dans l'opinion commune, on garde encore énormément d'a priori et d'erreurs en fait Voilà, sur parce cette que période. ton film commence comme ça. L'acteur adulte principal, qui est donc Michael Lonsdale, dit, il dit, je sais plus quelle est la phrase, mais en gros, il dit aux enfants, c'est pas tout à fait ce que vous croyez. Vous savez que les femmes au Moyen Âge n'étaient pas du tout comme vous le pensez. Elles avaient beaucoup de pouvoir. Donc on part d'un a priori qui est ce que vous croyez. Qu'est-ce que c'est? La version scolaire, c'est la version Michelet, la version républicaine? Il y a la version effectivement scolaire qui a été pendant longtemps dans les écoles de la République qui était basée sur Michelet. Mhm. Mais le problème c'est que Michelet n'était pas historien, en tout cas il n'avait pas de formation d'historien puisque c'est un homme de lettres, Bien sûr. donc c'est un écrivain, un poète. Donc il a écrit un certain nombre de livres qu'on pourrait appeler de propagande. Voilà, mais alors est-ce qu'il y croyait ou pas à ce qu'il disait? Honnêtement, j'en sais rien, je connais pas assez Michelet. Mais effectivement, c'est vraiment lui qui a véhiculé cette image obscurantiste du Moyen Âge. Et il a même carrément fait des inventions notables, puisque c'est lui qui a inventé le droit de cuissage. Ah bon? Oui, alors parlons-en. Le droit de cuissage, ça n'a pas existé? Alors le droit de cuissage n'a pas existé pendant le Moyen Âge, pas plus qu'aujourd'hui. Je pense même qu'il est plus pratiqué aujourd'hui. Hmm. Si on prend quelques événements À récents. travers d'autres types de rapports de force, quoi. Voilà. Ouais. Non, le droit de cuissage n'a jamais été inscrit dans le droit du Moyen Âge. Et sachant que le Moyen Âge c'est un droit décentralisé, donc en fait il y a les baronnies, les provinces ont chacun leurs droits. Mhm. Elles sont administrées chacun par les seigneurs, par les grands seigneurs puis par les petits seigneurs, donc c'est vraiment décentralisé. Le roi n'applique pas du tout de loi dans l'intégralité du royaume, ça c'est une vision vraiment moderne, puisqu'il n'y a pas d'État. Donc on est vraiment dans un truc décentralisé et il n'y a absolument aucune trace du droit de cuissage. Parce que ta position pourrait paraître paradoxale, parce que quand on dit un cinéaste réhabilite un Moyen-Âge honni, réhabilitation qui s'apparente dans ton film à une critique de la modernité, on va dire voilà un homme antiprogressiste. Mais quand on voit que cette réhabilitation passe par une forme de féminisme, le féminisme de ces femmes médiévales, comment être à la fois féministe et antiprogressiste, si c'est le cas? Mais en fait, moi déjà, je suis pas anti-progressiste. Parce qu'en fait, le progrès, tout dépend tout dépend sur quel. Dans le sens d'une histoire qui va toujours vers le mieux sans retour en arrière. Oui, alors là, d'accord. Mhm. Non, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'idée que des hommes peuvent progresser dans leur vie et dans leur civilisation, ce qui était le cas du Moyen Âge. Le Moyen Âge, en fait, est très progressiste. Et après, il y a l'idée, qui est autre chose, de voir l'histoire de l'humanité comme une succession ininterrompue de progrès. Mhm. Donc on passerait de l'homme des cavernes violent, etc., anthropophage, tout ce que tu veux, jusqu'à petit à petit
des périodes non sans violence, de progrès acquis à l'arraché, quoi, par les peuples. Voilà, donc ça, cette vision de l'histoire, je pense, ne correspond pas du tout à la réalité, puisqu'on on se rend compte vraiment que l'histoire fonctionne par cycle, en fait. Donc on a des civilisations qui prospèrent, puis qui s'éteignent. Et souvent, au moment de l'extinction, y a certaines violences, évidemment, puisqu'il y a souvent il y a des barbares qui étaient pas loin, qui viennent détruire la civilisation, bien que c'est plus complexe que ça. Mais il y a vraiment, j'ai vu, moi, une histoire par cycle, quoi. D'accord. Et donc, d'âge d'or qui périclite. Et là, avec le Moyen-Âge, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un âge d'or médiéval qui se met en place, qui pourrait être le 12e, 13e siècle. D'accord, Donc qui se met en place. Donc on a le haut Moyen-Âge qui est effectivement une période assez violente, puisqu'il y a des invasions barbares, il y a les Carolingiens qui essayent de rétablir l'Empire romain, donc qui essayent à tout prix de remettre cet état un peu tentaculaire. De nouvelles invasions barbares qui arrivent avec les Normands, donc autour de l'an 1000. Les Normands, bon, il y a aussi les Arabes qui viennent par l'Espagne, il y a, je crois, aussi les Hongrois qui viennent de l'Est. Donc il y a des nouvelles invasions barbares qui font qu'à un moment donné, il n'y a plus possibilité vraiment de tenir, en fait, la paix grâce à un empire carolingien, c'est plus possible. Donc on décide d'un pouvoir plutôt qui vient d'en bas, quoi. Donc on a le système féodal se met en place seulement à l'an 1000, parce qu'on croit que c'est pendant 1000 ans, mais c'est pas vrai, c'est seulement à l'an 1000. On a un système féodal qui se met en place et qui est totalement décentralisé, quoi. Donc c'est le système des châteaux forts et qui est en gros un seigneur qui est protecteur, qui est avant tout un militaire. Et le seigneur n'est pas, on a l'impression que c'est un peu comme un maire, en fait, un maire de ville, mais qui serait aussi policier, alors qu'en fait c'est vraiment avant tout un protecteur, c'est-à-dire un militaire, un chevalier, en fait, c'est un chevalier. Donc avec tout un code aussi d'honneur et de déontologie. J'aimerais juste montrer quelques secondes d'une des scènes que j'ai préférées et que je te laisserai commenter après l'avoir vue, et qui concerne l'instruction des petites filles. Bah tiens, le voilà qui arrive. Je vous présente Claude, le fils d'un de nos braves paysans. Mais, madame, c'est pas possible. On peut pas avoir les mêmes leçons que ce gueux. Ça suffit. Tiens, voilà Théodora. Entre, ma chérie. Bah, Théodora, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à réciter tes prières avec ta nounou? Non, cette année, j'ai décidé de suivre l'enseignement général de Sœur Marguerite. Bon, on se calme. Aujourd'hui, nous allons commencer par un peu de théologie. Veuillez m'excuser, ma sœur, je marche pieds nus, d'où mon retard. Et puis, ma petite Violette, elle est un peu lente. Elle a déjà 20 ans, c'est pas grave. Allez, installe-toi. Ça a dû leur faire bizarre au début. Des petits garçons qui protestent contre l'arrivée des petites filles, en plus des petites filles de classe populaire. Il y en a une qui vient avec une chèvre, je crois. Une vache, oui. Une vache, pardon. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette scène, hein? J'ai voulu, en 3 minutes, résumer un peu ce que ça a été l'éducation arrivée à une certaine période du Moyen-Âge. Arrivée à un certain âge d'or, donc on va dire au XIIe siècle, qui étaient en fait des écoles qui permettaient vraiment aux enfants de changer de situation sociale, quoi. Ce qui est quand même plus dur aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve. L'ascenseur social fonctionnait à merveille au Moyen-Âge, en fait. Par exemple, il y a beaucoup de gens très modestes, issus de la paysannerie, qui devenaient nobles presque du jour au lendemain, parce que, en fait, ils devenaient curés. Et en étant curés, voilà, par les événements de la vie, il devenait en fait propriétaire d'une terre, puisque le clergé était automatiquement propriétaire, puisqu'il était au-dessus, il professait la doctrine, donc il était au-dessus, donc il avait le droit à un territoire, et dès qu'on vous donnait un territoire au Moyen-Âge, vous devenez un noble.
Donc vous devenez deux. Toi, tu habites à Neuchâtel, tu deviens David de Neuchâtel. D'accord. Tu vois, par exemple. Bref, et pour revenir à l'école, effectivement, il y avait des garçons et des petites filles dans les écoles, qu'elles soient nobles ou paysannes. Donc il y avait, bon évidemment, il y avait des écoles où il y avait que des garçons, d'autres que des nobles, d'autres que des paysans, mais ça arrivait souvent qu'il y ait les deux. Et là, dans cette scène, j'ai voulu tout mettre à la fois. C'est-à-dire que Oui, mélange des classes et mélange des sexes. des sexes, voilà, c'est ça. Et voilà. Et finalement, des écoles qui ressemblent un peu à celles d'aujourd'hui. On a l'impression qu'une des inflexions de la fin du Moyen-Âge, ce qu'on pourrait qualifier comme une phase de régression, en tout cas par rapport au statut de la femme, c'est en gros les débuts du libéralisme dans l'agriculture notamment. Ton film symbolise cette période avec l'image d'un enfant, parce que les acteurs, faut le dire, sont tous des enfants qui arrivent en costard-cravate très 20e siècle et qui vient auprès des filles qui cultivent la terre pour dire cette terre, on va la rationaliser et c'est le début de la spéculation, du règne de la quantité, comme dirait Guénon. Et on a l'impression, c'est drôle cette idée de lier la liberté des femmes à leur savoir-faire ancestraux dans leur rapport à la terre et à l'antécapitalisme. Et le capitalisme lui-même détruirait l'un et l'autre. Ouais, c'est ça. C'est clair. Tout d'abord, c'est quoi les nouvelles règles? J'aimerais bien savoir. De l'arbre là-bas à l'est jusqu'à l'arbre au loin à l'ouest, vous allez me cultiver du chou. Mais quoi, ça va pas? Du chou sur toute la contrée? On va tous attraper la diarrhée. Ah mais je vous rassure, ce n'est pas forcément pour manger. Mais c'est pourquoi alors? C'est pour le vendre. On va le vendre, mais dans quel but? Dans le but de faire de l'argent. Mais faire de l'argent, c'est interdit de faire de l'argent comme ça. Puis d'abord, on n'a pas besoin d'argent vu qu'on a un immense potager qu'on cuisine tout nous-mêmes. Mais quand il n'y aura que du chou, vous serez bien obligé d'aller acheter tout le reste au marché. Le ver est déjà dans le fruit, puisqu'en fait l'Église est assez tolérante en fait. C'est pas du tout c'est pas du tout autoritaire finalement le Moyen Âge en fait. Il y a effectivement des codes d'honneur et de dignité, mais l'Église en fait permet certaines choses qui sont hétérodoxes. Et parmi ces choses, il y a justement l'usure. En fait, l'usure est interdite par l'Église, mais elle est tolérée. D'accord. C'est un peu comme les fumeurs de shit là. C'est interdit, mais c'est ouais, toléré. d'accord. Donc en fait, le capitalisme, il est là plus ou moins dès le début, mais il est totalement sous tutelle. Et il est marginalisé. Donc les marchands sont mis à l'écart. Il y a des juifs aussi qui pratiquent l'usure qui sont mis à l'écart aussi, mais pas que. C'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils sont mis à l'écart, c'est parce qu'ils pratiquent l'usure. Bien sûr. Et d'ailleurs, les juifs qui ne pratiquent pas l'usure sont intégrés, quoi. Il y a un moment donné où, vers la fin du Moyen-Âge, on commence de plus en plus à faire la part noble aux marchands bourgeois. Et notamment à ce qu'on appelait les villes franches. Donc au Moyen-Âge, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est décentralisé. Donc il peut y avoir par exemple des seigneuries. À côté, il va y avoir des territoires dont le seigneur est un curé, donc tenu par le clergé. Et à côté, il peut y avoir des territoires qui ne sont tenus ni par l'un ni par l'autre. On appelle ça des villes franches. C'est-à-dire c'est des villes où le système féodal n'est pas appliqué. Donc c'est des sortes de communautés laïques, on va dire, bourgeoises. Donc la bourgeoisie, elle a déjà finalement des possibilités de vivre normalement sans être un marchand marginalisé dans certaines contrées, quoi. Le Moyen-Âge raconte en fait finalement à partir de son âge d'or, donc qui est le 12e, 13e, ça raconte un peu la chute vers plus de pouvoir de la bourgeoisie et surtout une permission accordée aux
aux pratiques capitalisme de plus en plus grandes. D'accord. Puisqu'on en est à cet aspect historique, après on parlera plus de l'aspect cinéma, je crois que tu voudrais nous présenter peut-être une petite sélection de livres, parce qu'il faut dire que dans tous tes projets cinématographiques, tu fais des recherches assez poussées, assez érudites, donc il y a un fond très sérieux, même si la forme a la légèreté qui plaît, mais là tu as toute une sélection de livres dont tu voudrais peut-être nous dire quelques mots. Ouais. Ouais, bah oui, bah j'ai commencé moi. Alors j'ai commencé avec un livre. Hein, alors faut que je le retrouve. Il est là. J'ai commencé. C'est ce livre qui m'a donné envie de faire le film. Je suis tombé. Donc c'est La femme au temps des cathédrales de Régine Pernoud. Voilà. Donc c'est Régine Pernoud qui m'a donné envie de faire ce film. C'est une historienne médiéviste des années 60. Et c'est là-dessus clairement que j'ai construit la trame narrative de mon film en fait. J'ai repris carrément des anecdotes. Tout en ajoutant quelques-unes de ton cru. Hein. C'est ça, voilà. Donc ça va de la chute de la manière dont on traitait les femmes sous l'Empire romain. Donc où la femme est une mineure à vie, hein, qui appartient à son mari, et même si son mari meurt, il appartient du coup à son fils. Pas le droit de divorcer. Si elle trompe son mari, le mari a le droit de la tuer. Enfin, c'est vraiment c'est à l'ancienne, quoi. Voilà, et de voir qu'est-ce qui se passe au moment où le christianisme est adopté par l'Empire à la toute fin, et d'ailleurs au moment où l'Empire disparaît aussi, mais pas le christianisme pour le coup. Quels sont les changements, quoi. Et effectivement, les changements sont absolument énormes. Alors évidemment, dans les livres, là je les ai pas mis là, mais il y a le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, je pense, est capital si on veut bien comprendre le Moyen-Âge, qui est vraiment la civilisation chrétienne. Je le prends comme le livre de tout homme médiéval, c'est la doctrine. Voilà, donc c'est la doctrine. Et il est vrai que quand on voit comment le Christ se comporte avec les femmes, on comprend peut-être un peu mieux que les femmes que leur statut ait été rehaussé en fait pendant le Moyen-Âge. Voilà, il y a une scène très drôle au début de ton film, justement, c'est pour dire l'influence bénéfique ou adoucissante du christianisme sur les mœurs, où on voit les rituels de lapidation, et quand le Christ survient, la lapidation continue un petit coup, mais elle est de plus en plus molle, puis finalement au lieu de jeter violemment les pierres, on les balance avec un peu de manière un peu mollassonne, ce qui est une belle image pour montrer un petit peu la pacification des mœurs. Oui, voilà, c'est une scène très symbolique, hein, où voilà, c'est une image. Ouais, bien sûr, parce que je voulais mélanger à la fois effectivement la place des femmes dans l'Empire romain, et tout ça en l'espace de 5 minutes, et on passe du coup je fais intervenir carrément Jésus. De manière très symbolique, il intervient dans un procès fait à une femme un procès pour adultère, et il supplante en fait la loi existante. Chacun a le droit au pardon. Les hommes comme les femmes, les enfants comme les esclaves. Comment vous avez fait pour enlever les colliers? Je suis Jésus. C'est extraordinaire. C'est d'ailleurs le seul enfant qui porte la barbe dans le film, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, il porte la barbe. Après, il va jouer cet enfant qui joue Jésus joue après Cyril d'Alexandrie. Oui, on les retrouve à plusieurs moments. Qui est aussi une grande barbe. Ah oui, c'est juste. Ouais. Voilà, puis après, j'ai même lu aussi des... Bon, ça, c'est un classique, hein, du féminisme. Maïté Albisture et Daniel Armogas. Bon, ça, c'est une histoire du féminisme français. Étonnamment, il est assez juste, ce livre. Parce qu'il montre justement à quel point... Alors ça parle beaucoup des Gauloises et des Francs, des Franches, qui en fait... il faut savoir que toutes ces civilisations celtiques étaient relativement bienveillantes à l'égard des femmes. Les femmes ont le droit de divorcer, je crois. Les Gauloises ont le droit de divorcer. Mais les Gauloises ou les Gallo-Romaines ou les Gaulois, on parle de quelle civilisation? Parce que justement... Non, je parle des Gauloises vraiment. Alors après, quand elles sont romanisées, après je pense que
ça a changé pas mal de choses, même si l'Empire n'a jamais réussi à romaniser pleinement. Parce qu'il faut se dire quand même qu'au début de ton film, ce qui, à mon avis, m'a le plus interrogé, c'est cette condamnation d'un revers de manche que tu fais de tout ce qui vient avant, c'est-à-dire du paganisme. Mais le paganisme, ça peut être à la fois la société romaine dont tu viens de faire le procès, mais aussi la société gauloise, celte. Ouais, mais je n'en parle pas de celle-là. Moi, je parle vraiment dans mon film de la société romaine. D'accord, ok, alors ça c'est déjà plus clair. Hein. Ouais, c'est dit dans mon film. Il y a même un soldat romain qui est là. Et en fait, la société romaine, en tout cas, je parle de civilisationnelle, c'est-à-dire arrivé à un certain degré avec l'Empire, la République. C'est une civilisation extrêmement machiste, ça c'est reconnu par tout le monde. Ensuite, mais ça je n'en parle pas dans mon film parce que je ne pouvais pas parler de tout, les civilisations païennes sur plus ou moins toute la planète, mais même en Europe, la Grèce archaïque, les Cyclades. Je me suis intéressé là récemment aux Cyclades. Les Cyclades qui sont ces petites îles en Grèce, qui vu qu'elles étaient loin, elles étaient matriarcales et vu qu'elles étaient loin du continent, elles étaient plus difficilement colonisables par les Grecs, les Achéens, donc les Grecs. Les Grecs, on va dire, de la civilisation classique, elles avaient gardé longtemps un matriarcat fort. Elles vénéraient des déesses mères et tout, puis après, petit à petit, ils se sont fait envahir par les Achéens grecs, qui eux étaient du coup patriarcaux totalement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mythologie qui racontent ça. Hercule qui combat les Amazones, par exemple. Antigone, qui veut rétablir une loi un peu... Oui, Antigone, c'est un peu le point de... Antigone qui veut rétablir une sorte de loi morale de bon sens. Contre le droit de la contre cité le droit masculin. Tout à fait, Créon. Tout ça, c'est... Enfin, en fait, il y a beaucoup de mythologie grecque qui racontent, en fait, le triomphe du grec classique patriarcal contre les Grecs anciens qui devaient être tous matriarcaux, puisque de toute manière toutes les civilisations étaient matriarcales si on remonte avant à la préhistoire et même pendant le néolithique, il y en a encore beaucoup. Et enfin bon, bref. Donc voilà, il y avait ce livre-là. Il y a le livre aussi de Christopher Lasch, c'est son dernier livre. Les femmes et la vie ordinaire, c'est un recueil de textes. Voilà, Christopher Lasch, il est connu pour avoir écrit la culture du narcissisme. Donc c'est vraiment un sociologue on va dire du libéralisme, mais de ce que produit psychologiquement le libéralisme, le fondement psychologique et social du libéralisme, qui n'est pas qu'une doctrine économique en fait, qui est une doctrine totale en fait, totalisante. Et là il écrit un livre assez curieux, Les femmes et la vie ordinaire, et il se pose la question de ce qu'on appelle la querelle des femmes. En fait, la querelle des femmes, c'est en gros l'idée qui est une idée plus ou moins récente, je crois, qui arrive au niveau de l'âge classique ou même après, de est-ce qu'il faut donner... parce que, par exemple, est-ce que dans la noblesse, il faut qu'une femme écrive des livres et les publie? Alors, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et on appelle ça la querelle des femmes. Et en fait, lui, il remonte au Moyen-Âge, et il se rend compte qu'en fait, au Moyen-Âge, il n'y a pas de querelle des femmes, en fait. Il n'y a pas de est-ce qu'une femme doit être professeure, théologienne. Il n'y a pas ces questions-là, puisqu'il y a de toute manière, de fait, elles le sont. Elles sont autorisées. En tout cas, on n'a pas gardé de documents où tel intellectuel pose la question ou pas. Les anciennes controverses relatives aux femmes trouvaient l'antagonisme sexuel tout naturel. Pour être plus précis, ce qu'elles trouvaient naturel, c'est la contradiction entre l'amour, qui repose sur l'égalité sexuelle, et le mariage, arrangement hiérarchique au sein duquel la femme était censée se soumettre à l'autorité de son époux. Les racines matérielles de la querelle des femmes résidant dans les coutumes aristocratiques qui gouvernent le mariage et le définissent comme une institution dynastique et non comme l'expression de l'attirance sexuelle. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une querelle du mariage. En fait, le Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on peut penser, est une période où on discute beaucoup de est-ce qu'il faut se marier ou pas.
mais comme aujourd'hui. Ah d'accord. Ouais. Ouais, vraiment comme aujourd'hui ou comme au XXe siècle, à partir des années 60 où les femmes commencent, on commence à beaucoup plus divorcer. Bon là actuellement il y avait beaucoup de couples qui sont pas mariés, il y a beaucoup de gens célibataires. Et en fait au Moyen Âge c'est en fait comme ça. C'est pour ça l'idée de cycle en fait. Où il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas se marier et qui du coup il y a beaucoup de couvents qui se sont créés comme ça. Donc de couvents, alors nous on a l'image du couvent de femmes recluses qui sont dédiées à Dieu, qui n'ont possibilité de rien faire. Mais en fait ça c'est une vision aussi qui est moderne. Parce que effectivement aujourd'hui il y a ça existe. Il y a des carmélites, même les bénédictines, là je les ai rencontrées d'ailleurs, elles ont vu mon film. Ah bon hein. Ouais. Elles ont beaucoup aimé d'ailleurs, mais bon, elles peuvent pas sortir. Elles m'ont dit, je peux pas aller voir votre film puisque donc donnez-moi un. D'ailleurs, elles téléchargent des films sur internet, c'est ça qui est drôle. Bref, mais alors ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tu veux, il y a plutôt cette querelle du mariage où des femmes s'organisent en société autarcique. Alors évidemment, vu qu'on est dans une période très religieuse, c'est finalement donc des couvents qui sont dédiés. Alors j'imagine elles font du fromage ou elles cultivent, tu vois. Mais elles sont en autonomie, elles vivent entre elles. Et les hommes n'ont pas le droit. Il y a aucun homme ne régit les lois de ces couvents-là. Alors lui c'est un Américain, donc il a plutôt il s'y connaît plus au niveau du protestantisme. Et il raconte en quoi en Angleterre, au moment de la révolution de la Réforme, au moment où ils adoptent le protestantisme. Alors eux, ils l'adoptent un peu plus tard qu'en Allemagne et en Suisse, mais je crois que c'est je sais plus quel roi qui se fait extrader par le pape. Du coup, il devient protestant de fait à cause d'un mariage. Bref, l'Angleterre adopte le protestantisme. Je pense qu'elle l'aurait adopté quand même parce que ça correspond bien justement. Parce qu'ils avaient déjà une fibre libérale quand même déjà. En Angleterre, il y a beaucoup de femmes. La condition des femmes se réduit, s'aggrave beaucoup avec le protestantisme. Pourquoi ? Parce que les femmes ne peuvent plus se réunir dans des couvents, puisque les couvents sont par essence quelque chose de catholique, qui est agréé par la papauté. Donc le protestantisme, il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de clergé en fait. Donc il y a des pasteurs, mais les pasteurs sont des gens comme toi et moi qui sont mariés. Enfin, je suis pas marié moi, mais qui vivent une vie normale, qui n'ont pas de sacerdoce en fait. Et alors il y a beaucoup de femmes qui du coup ne peuvent plus, au moment où les couvents disparaissent en Angleterre, elles ne peuvent plus refuser le divorce. C'est intéressant. Ce film qui n'est pas ton premier, mais c'est le plus long hein, de ceux que tu as fait. Le précédent était je sais pas si on dit que c'est un long ou un moyen métrage, il durait environ 1 heure. 1h05. Artemis Cœur d'Artichaut. Tu vas aller faire pipi et tu vas lui glisser un mot en attendant. Ah, ça me stresse de faire ça. J'ai un ami qui fait un concert de punk pour enfants. C'est au bar Le Tipou. Vous savez que c'était handicapé sur cette plage? Non. Vous prenez des risques? Ça vous dit quelque chose la marée? J'ai pas fait mon boulot de narrateur, j'ai un peu quitté l'histoire pendant quelques minutes. Et là j'ai repris un peu et... C'est débile, vous êtes des putains de blaireaux quoi, j'hallucine. On code sur un deuxième. Le point commun, c'est que dans tous ces films ainsi que dans ton court-métrage Avenue de l'Opéra, il y a des clins d'œil ou un hommage ou des références à la nouvelle vague, dont le propos est souvent très différent, mais qui, sur la forme, a un rapport avec ça. Quel est ton rapport avec la nouvelle vague? C'est quelque chose que tu veux faire revivre? Est-ce que c'est un rapport nostalgique ou bien de reconstruction de tout ça? Je suis pas sûr que mon film Les filles au Moyen-Âge soit un film pro. Dans le propos, pas du tout. Ouais, non, mais même sur la forme, si, peut-être un peu sur la forme, tu trouves? Un peu, ouais, d'accord. Moins que l'autre. D'accord. Oui, la nouvelle vague, c'est même ma cinéphilie, quand j'avais 20 ans, je l'ai faite surtout avec la nouvelle vague. Donc là, il y a vraiment chez les auteurs français, chez les cinéastes français d'auteurs, il y a vraiment une glorification de la nouvelle vague
qui moi commence à me fatiguer un peu. Oui. Mais voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien ceux qui dans la nouvelle vague sont un peu à part, notamment Romer. Romer, quand il fait Perceval le Gallois, c'est totalement, c'est pas du tout de la nouvelle vague, c'est même anti-nouvelle vague, puisque il tourne en studio avec un langage précieux. Blanc et chenu avancerait Pucelle, que me lasserait de vous servir. Je suis Perceval le Gallois. Sire, Gauvin suis appelé. Si vous dites encore un mot, je vous frapperai aussitôt. Un Graal entre ses deux mains, une demoiselle tenait, qui avec les valets venait. Je vous baiserai par mon chef. Tant pis pour qui m'en fait grief, car ma mère me l'enseigna. Moi, je ne te baiserai pas. Si ta vie est longue, il n'y aura par tout le monde nul meilleur chevalier que toi. C'est ainsi que je pense et crois. C'est bien que tu cites ce film, parce que bon, je sais que tu aimes bien Romer, mais ce film-là, il a peut-être pas beaucoup de rapport avec le tien, mais il en a au moins un. C'est que lui, comme toi, vous avez voulu représenter le Moyen-Âge, non pas en cherchant un réalisme documentaire, qui aurait d'ailleurs été très coûteux et très compliqué, mais en symbolisant plutôt. Bon, lui, il le symbolise à l'extrême parce qu'il tourne même pas en décor naturel, effectivement, mais c'est quelques pièces de vêtements, c'est un petit symbole. Et toi, bon, tu tournes dehors, mais en décor naturel plus qu'en décor urbain, donc c'est plus facile. Et ensuite, tes enfants, tu les déguises, non pas, voilà, là aussi, non pas de manière documentaire, mais avec des pièces de vêtements, des objets qui suffisent à suggérer le Moyen-Âge sans vouloir faire un film de reconstitution. Est-ce qu'il y a un désir de jouer sur le symbole plus que sur le réalisme ? Oui, effectivement, il y a une idée de rendre hommage à ce que c'était que le Moyen-Âge, qui était en fait déjà une période assez joyeuse, où on rit beaucoup. Donc ça, on voit bien dans la littérature médiévale, on rit beaucoup, il y a beaucoup de farces et de théâtre comique. Et où surtout le naturalisme n'existe pas. On est dans le symbolisme, alors il suffit de voir ce qui nous est resté de ce que tout le monde un peu connaît. Tu vas dans les églises, les cathédrales, et tu vois des bas-reliefs, et en fait ils racontaient les histoires à la manière de ces bas-reliefs, c'est-à-dire tout dans beaucoup, il y a beaucoup de symboles. Les gens ont un langage symbolique, ils ont gardé ce langage symbolique. D'accord, donc c'est comme si tu avais voulu raconter une histoire aussi à la manière du Moyen-Âge, c'est-à-dire en racontant des anecdotes, avec... En fait, je rends hommage au fond et à la forme du Moyen-Âge. D'accord, et ça, j'en ai pas trop parlé, donc c'est intéressant que j'en parle là. Mais oui, évidemment, je m'intéresse aux événements historiques du Moyen-Âge, donc au fond, à la mentalité aussi, mais aussi à la forme, à la manière dont on représentait les choses à cette époque. Et où tout est lié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette séparation au Moyen-Âge entre religion, art, technique. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout est lié. Donc, par exemple, un scientifique qui va faire un traité je sais pas, de physique, il va déjà beaucoup parler de Dieu, normal, puisque c'est un chrétien, mais il va en plus en parler en faisant de la versification poétique ou en faisant des dessins, des enluminures où tu vas avoir des figures extraordinaires ou c'est vraiment un travail de l'imaginaire. Il y a énormément de bestiaires. Enfin, en fait, le surréalisme, c'est là que tu te rends compte que le surréalisme n'a pas été inventé par André Breton, quoi, si tu veux. C'est vraiment... il y a plein d'œuvres du Moyen-Âge qui sont déjà totalement surréalistes, avec des éléphants verts, des créatures... Comme chez Jérôme Bosch. Et encore, Jérôme Bosch, c'est déjà tardif, mais bien avant. La nouvelle vague, elle à la base, elle s'inspire de faits de société, et c'est là où j'aime bien la nouvelle vague, en tout cas dans sa première période, c'est qu'elle est très sociale, elle s'inspire de faits de société de son temps, et elle va canaliser tout ça avec un cinéma, on va dire, comment dire, qui ne s'embarrasse pas de certains dogmes formels, notamment de tourner en studio, etc., avec des scénarios bien écrits, bien compréhensibles. Non, elle va plutôt fonctionner par
filmer dans la rue, en caméra épaule, mélanger studio, rue. Par rapport à ton goût pour le noir et blanc, bon, la nouvelle vague, c'était pas forcément par goût, c'était souvent par nécessité, mais ton goût pour le noir et blanc, c'est pas simplement je mets ma caméra en mode noir et blanc. Il y a une recherche sur ce noir et blanc, on le voit dans ce film. Dans ton film précédent, ça va même un peu plus loin parce que tu utilises carrément une caméra Super 8. C'est pour ça que je parlais de nostalgie. Est-ce qu'il y a une nostalgie technologique qui est liée à une nostalgie esthétique, forcément, puisque l'un dépend de l'autre, qui fait que tu dis, ben tiens, je vais pas faire du bête numérique, je vais essayer de chercher un gros grain, je vais travailler sur un noir et blanc différent. J'ai l'impression que tu as un côté très, très anti-moderne, dans le bon sens du terme, dans tes recherches esthétiques. Oui, c'est-à-dire que je reste attaché à un format, donc qui est le format pellicule, qui est toujours, enfin qui n'est rien d'obsolète en fait, qui n'a strictement rien d'obsolète, c'est-à-dire que une caméra marche toujours. Tant qu'il y aura des laboratoires qui développeront, ça marchera toujours. Et en fait, pour moi, c'est une image qui apporte en fait autre chose que l'image numérique qui pour moi est trop neutre en fait. L'image numérique, elle adoucit beaucoup. Donc effectivement, on a l'impression que tout le monde peut faire une image très belle. Elle adoucit, mais en même temps, elle neutralise. Oui, elle neutralise beaucoup. Elle neutralise la couleur. Et surtout, alors après, il y a un énorme boulot ensuite pour rétablir des couleurs. Alors que en pellicule, on a une image déjà qui est déjà parlante en fait, qui dit quelque chose. Et qui sublime beaucoup plus, je trouve, les objets, quoi. Donc, ce que tu disais dans un entretien au sujet de ton autre film Artemis Cœur d'Artichaut, que tu avais choisi le Super 8 aussi pour des raisons économiques, ce qui m'a étonné, parce que j'ai toujours entendu dire que c'était au contraire assez cher de travailler en Super 8. Ça dépend par rapport à quoi, bien sûr. Mais voilà, ça dépend par rapport à quoi. Mais non, le matériel numérique coûte cher quand on veut du bon matériel. Et après, ça coûte cher aussi en post-production, comme je disais, puisque vu qu'on a une image qui est assez neutre, il faut passer des heures et des heures à la retravailler, la filtrer, en termes de couleur. Donc l'étalonnage, c'est le travail de l'image après tournage. Et ça coûte cher, ça prend du temps. Pour terminer, j'aimerais te poser une dernière question de cinéphile à cinéphile. On a parlé de Rohmer, on a parlé de la Nouvelle Vague. Quelles seraient tes autres influences, ou alors, même si elles ne t'ont pas influencé, mais tes autres références cinématographiques en tant que spectateur que tu pourrais conseiller aux gens qui nous regardent, enfin tes coups de cœur dans l'histoire du cinéma, si tu devais en garder juste quelques-uns. Je vais essayer de faire court, pas évident, mais il y a évidemment beaucoup de Pasolini qui m'inspire beaucoup, notamment pour ce film-là. D'ailleurs, il a tourné 2 films qui se passent au Moyen-Âge. C'est vrai que sa vision du Moyen-Âge a aussi ce côté assez solaire. Ouais, lui, il est plus sur quelque chose de rabelaisien, quoi. De toute façon, après, il s'inspire le Décameron et les Contes de Canterbury, qui sont des ouvrages du Moyen-Âge tardif. Hai bestemmiato Dio e tutti i santi. Dammi un bacio che non ho già mai provato. Dopo, metti da bacio. Mais c'est quand même déjà des périodes décadentes, hein. C'est quand même des périodes assez violentes. Voilà. Il y a l'évangile selon saint Matthieu qui pour moi est vraiment un summum. Maria giovane, Giuseppe suo sposo, l'angelo del Signore, il demonio, Erode, Caifa, Pilato, Salomè e Pietro, Andrea, Matteo, Giacomo, Giovanni, Giuda e tutti gli apostoli, Maria Vecchia e Giovanni Battista. Il y a Eugène Green,
Ah, d'accord. Ouais. Eugene Green, un cinéaste contemporain qui fait des films justement dans un dépouillement extrême, quoi. Donc moi, le film dont je me suis inspiré, c'était beaucoup Le Monde Vivant, Voilà. qui est un film aussi qui se passe au Moyen-Âge, mais qui est d'après, comme Perceval le Gallois, c'est d'après Chrétien de Troyes. Que faites-vous là, chevalier au lion? Je vais avec mon lion chez l'ogre. Je dois rattraper un ami, le chevalier au lion. Une sorcière lacanienne m'a dit que le chevalier qui pourrait retirer l'épée enfoncée dans l'autel de cette chapelle serait maître de mon cœur. Avez-vous un lion? On m'a mariée avec un ogre. Maintenant, je suis son épouse. Vous êtes une ogresse alors. Tout à l'heure, je vais les tuer. Et vous pourrez les préparer pour ce soir. Il reste encore un enfant de congélateur. Puis-je vous toucher? C'est tellement sobre que ça en devient presque surréaliste là aussi. C'est ça, voilà. Ouais. Je me suis beaucoup inspiré de Crin Blanc, là, le film d'Albert Lamoris, qui est un film à la base pour enfants, sur la rencontre entre un petit garçon et un cheval, un cheval sauvage de Camargue. Et notamment au niveau de l'image, je me suis beaucoup inspiré de ce film-là, qui est extrêmement solaire. C'est vraiment, il y a une blancheur qui vient là sur les cheveux, sur le cheval, qui est sur l'eau, parce que c'est dans les marécages, dans les marais là, de Camargue. Donc magnifique. Donc ça, c'est vraiment un film très important. Il va y avoir Buñuel aussi, beaucoup. Ah, oui. Voilà, donc Buñuel. Alors là, en l'occurrence, c'est beaucoup Simon du Désert, un film que je conseille. La Voie lactée, peut-être un peu. Il y a un petit côté avec ses passages dans le temps, dans l'histoire du médiéval chrétienne. Ouais, La Voie lactée, oui, il y a ça, La Voie lactée. Il y a Simon du Désert aussi, beaucoup. Te prometí que volvería, y esta vez es la última. Va de retro, Satán. Ni vade, ni retro, ni nada. Abominable espíritu de las tinieblas. Si el Señor te permite tentarme, tendré que soportarlo. Pero nada lograrás. Me repugnas. Hasta aquí llega el hedor de tu aliento. Tampoco tú hueles muy bien. Prepárate, Simón. Vamos a hacer un viaje largo. Muy largo. Et puis il y a ce magnifique film qui s'appelle Nazarine. Je sais pas si tu l'as vu. Non, ça... Nazarine, parce que Buñuel était considéré comme un cinéaste anticlérical. Et en fait, lui, il disait, mais c'est non. pas aussi simple que ça d'ailleurs, parce que ces films qui parlent de l'Église ne sont pas de la bête provocation, c'est beaucoup plus subtil. Bien sûr, tout à fait. Et il y a un jour, il en avait marre qu'on le traite comme ça, il décide de faire Nazarine, qui est un film vraiment chrétien. C'est un film sur un prêtre. Alors je crois que c'est au Mexique, c'est sa période mexicaine. C'est un film sur un prêtre, mais un prêtre très honnête et très sincère, qui a décidé de vivre son sacerdoce pleinement, et notamment en termes de charité chrétienne, et en fait qui est confronté à énormément d'obstacles, qui en fait ne peut pas y arriver, quoi. Et parce que, et même au sein de son clergé, il n'y arrive pas, parce qu'en fait il se rend compte qu'il y a beaucoup de tartuffes dans l'église. Et c'était une bonne manière d'ailleurs pour Buñuel de rétablir un peu sa vision du christianisme, qui n'était pas bêtement anticlérical de manière catégorique, quoi. C'était donc un film très très beau. Sinon, bon, il y en a plein d'autres, mais je sais pas, moi j'aime bien Howard Hawks. Bon, il n'y a pas grand rapport avec mon film, mais j'aime bien quand même parce que c'est un cinéaste hollywoodien
mais qui réussit dans un circuit hollywoodien très balisé à faire passer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est les mecs de la Nouvelle Vague qui lui ont rendu hommage en premier en disant que c'était un vrai auteur. Alors qu'avant, c'était considéré comme les cinéastes hollywoodiens n'étaient pas du tout considérés comme des artistes. Oui. On les considérait comme des gens qui bossaient pour une entreprise, voilà, des industriels, pour la Warner ou pour qui tu veux, et qui ne faisaient qu'appliquer un scénario qu'ils n'avaient même pas écrit. Et en fait, c'est assez faux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Howard Hawks, Hitchcock, John Huston, sont des cinéastes qui arrivaient dans le système hollywoodien. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut vachement revenir à ces gens-là, puisque actuellement, on est en France dans une situation où tu as d'un côté des grosses machines. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, bien chez les petits machins. De l'autre côté, des gens comme moi qui arrivent qui essayent de faire des films avec rien du tout. Et en fait, il y a un gouffre entre les deux qui est énorme et qui n'est pas du tout comblé, quoi. Donc il faut réussir à revenir à un truc beaucoup plus équilibré où on a quand même des moyens et en même temps on peut faire passer des choses intéressantes, quoi, que ce soit d'ailleurs sur le fond comme sur la forme, quoi, sur la formalité artistique comme sur les idées développées ou sur le scénario. C'est tout ce qu'on te souhaite, ainsi qu'aux autres qui ont choisi cette voie difficile mais méritoire. Et donc, on te souhaite bonne chance pour la suite de la promotion et des diverses projections de ce film, ainsi que pour les autres projets en cours dont on ne dira rien pour l'instant, mais dont il a un peu bruissé ça et là. Voilà. Oui. Alors, je te remercie de m'avoir reçu ici, et puis bonne chance pour la suite. Et allez voir, au moment où vous verrez cette vidéo, le film sera certainement plus en salle, mais peut-être déjà sorti en DVD, ou si ça ne saurait tarder. Bon, peut-être, je ne sais pas, ça dépend de mes capacités de montage. Mais voilà, donc merci. Allez, je te remercie. Bonne journée. Tu butes le paysan, tu kidnappes sa femme. Tu la prends en otage, tu demandes une rançon au seigneur s'il veut la récupérer. Vous entendez ça? Ils veulent rester encore 2 heures à jouer à ça, au Moyen-Âge. Non. Vous savez que les femmes au Moyen-Âge n'étaient pas du tout comme vous le pensez. Elles avaient beaucoup de pouvoir. C'est quoi ce livre? C'est comme une machine à remonter le temps. Vous leur rencontrez des filles surpuissantes qui peuplèrent le Moyen-Âge. Un épisode totalement oublié de l'histoire. Installez-vous, mes garçons. Oui, ça va, pardon. Madame, je sais tout. Les femmes pouvaient faire tout ce que les hommes faisaient, être médecins, savants, professeurs, écrivains, seigneurs. Avec l'amour courtois, c'est la femme qui est supérieure. Rapporte-moi le Graal. Tu auras mon cœur et tout ce qu'il y a autour. Veuillez excuser mon retard. Et ma petite Violette, elle est un peu lente. Les femmes prenaient soin à ce qu'il y ait des écoles gratuites pour tous. Il est scandaleux de traiter les femmes comme nous le faisons. Nicolas, son excellence, on a complètement déconné. J'ai jamais rien compris aux femmes.